Il y a parmi les mots poison, parce que c'est comme ça que l'extrême droite soit en embuscade depuis très longtemps, on le sait tous et elle sera toujours là. Le problème, c'est comment elle est arrivée à se mettre au cœur, ses idées, ses thématiques, ses actes, etc. Le mot poison, c'était de dire qu'est-ce que c'est que cette gauche morale qui oublie la gauche sociale? Au cœur de l'égalité et au cœur de ne pas tenir la digue de l'égalité, au bout du compte, c'est le peuple qu'on piétine. Et je voudrais, ça a été dit, saluer un homme qui tient tous les bouts, qui est au cœur dans son œuvre de la question sociale, et en portant la question sociale, il porte la question de tous les combats de l'égalité. Merci à Médine, qui est très occupé, parce qu'il faut que vous écoutiez Made in France. Le seul héros, c'est le peuple. Et Made in France, il y a tout ce programme, et là, ce programme de l'égalité. Vous voyez bien, l'égalité, c'est infini, c'est le peuple tel qu'il avance, tel qu'il s'invente, tel qu'il s'émancipe. Vous avez vu, actuellement, il y a les attaques racistes, habituelles, j'allais dire, ordinaires, mais il y a les attaques contre les droits des femmes, et puis il y a cette obsession du genre. Ils sont en train de détruire avec le genre, nos droits d'être ce que nous sommes. Et donc, les LGBT, les gays, les lesbiennes, les trans, les dragues, partout ça monte. Dans Mediapart, on a encore récemment fait un article sur la persécution des dragues aux États-Unis. Alors, avant d'écouter Médine avec ma consoeur Redidja Zerwali, eh bien, celle qui va discuter avec Médine, c'est Tata Foxy du collectif queer Paillettes. Voilà, donc je ne vais pas répéter 1000 fois, mais tu fais partie du collectif Les Paillettes, qui est fait de drag queens, de contestes d'histoire, de travelotes et de créatures parisiennes. Ça, c'est vous qui le dites. Absolument. Voilà. À côté de toi, Médine, salut. C'est pas grave. Salut. Voilà. Donc, pour les auditeurs de rap, Médine, c'est juste le maire du Havre. Voilà. Futur maire du Havre. On a entendu dans des sons qu'il y avait une présentation peut-être en tant que candidat à la mairie du Havre. Voilà, il se présente lui-même comme 95 kilos d'esprit de contradiction, c'est ça le poids, ouais. Ça a évolué, je suis à 101. Ok, d'accord. 101 kilos d'esprit de contradiction. Et en tout cas, ce qu'on peut dire de toi, c'est que tu es un artiste, un rappeur engagé dans les textes, dans tes engagements, toi, personnels, dans les manifs, on en reparlera. Je fais pas de concerts, je fais des manifs, ça tu le dis dans La France au rap français. Et en ce moment, toi, tu es en pleine campagne présidentielle, puisque tu fais le tour de la France avec ta tournée. Il se trouve que régulièrement, tu as un comité d'accueil particulier. Mes opposants politiques. Voilà, de droite ou d'extrême droite, ou de personnes qui portent ces idées, qui essayent de faire annuler ton concert, faire annuler ta venue, qui créent des polémiques dans une ville sur deux, hein, presque, peut-être plus maintenant. Ouais, les 10 derniers concerts, il y avait une pétition avec un élu qui portait cette pétition. Voilà. Leur agitation pourrait prêter à sourire, sauf que en réalité, cette agitation-là de la fachosphère, elle a déjà fait annuler certains de tes concerts. Un seul. Le Bataclan. Ouais. Dans un de tes sons, tu parles aussi d'un concert dans une salle de l'Est qui n'a pas été reprogrammé dans le Grenier à Seum. Ouais, mais on a conjuré le sort, il a été reprogrammé et la salle était complète. Machallah, magnifique. Donc déjà, raconte-nous toutes ces attaques, toutes ces années d'attaques et surtout là ce qui se passe lors de ta tournée et quelle est leur récurrence, quelle est leur nature et toi comment tu leur réponds? Alors, je suis en tournée depuis à peu près 1 an suite au fait que je me sois exprimé sur la réforme des retraites, sur mon engagement politique en général et surtout le fait de mesurer ce que je représente, toute proportion gardée, c'est-à-dire jeune, issu des quartiers populaires, des banlieues, qui fait du rap, musulman de surcroît,
quelque chose qui est à l'intersection de tellement de clivages et de sujets aujourd'hui. Et le fait de m'exprimer à partir de toutes ces composantes-là, dans un journal concurrent, vous me pardonnez, qui s'appelle Politis, dont j'ai fait la couverture il y a à peu près un mois de cela. Suite à cette couverture, j'ai eu une déferlante d'élus, de députés de droite et d'extrême droite qui se sont mobilisés pour tenter de faire annuler mes concerts en utilisant des paroles qui, la plupart du temps, ne sont pas les miennes, ou alors sorties de leur contexte, méthode habituelle. Et donc voilà, toujours en se drapant dans une espèce de fausse liberté d'expression, en essayant de créer des troubles à l'ordre public, en mettant des pressions sur les municipalités, sur les salles de concert, en mettant des pressions dans les conseils municipaux pour menacer cette salle de concert de ne plus avoir telle ou telle subvention. Bref, c'est mon lot depuis à peu près un mois, parce que j'ai le tort de m'être exprimé sur tout un tas de sujets. Sur la réforme des retraites, d'ailleurs, on l'a écrit dans Mediapart, tu n'as pas fait juste que t'exprimer, tu t'es engagé aussi en tant que rappeur, en tant qu'artiste, tu as participé au concert de soutien aux grévistes organisé par le collectif La Familiale. Tu peux nous parler du Havre aussi, parce que c'est le sujet, le 1er mai, tu étais au Havre pour un concert un peu spécial. Oui, il y a 2 événements auxquels j'ai participé au Havre. Donc c'était ce blocage de la raffinerie Total en compagnie d'autres artistes, d'autres syndicalistes, des militants. J'ai été sensibilisé par Révolution Permanente qui, eux, avaient affrété 2 cars pour venir jusqu'au Havre. Le réseau pour la grève générale. Voilà. Et par ego de Normand, je me suis dit comment les autres viennent défendre des réquisitionnés, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, de réquisitionner des raffineurs et de les obliger à travailler et en violant leur droit de grève. Et du coup, par ego, je me suis dit, mais c'est pas normal que des gens me sensibilisent de l'extérieur alors que j'habite à 10 minutes de cette raffinerie. Donc je suis allé sur le terrain et puis j'ai rencontré tous les syndicalistes, les ouvriers qui étaient là sur le terrain. On a fraternisé et puis c'était important pour moi aussi de contester la réforme des retraites sur le terrain, au-delà de le faire uniquement dans des morceaux, dans des prises de parole publiques. Donc ça, c'était le premier événement. Et le deuxième, c'est Marine Le Pen qui souhaite faire son banquet annuel du 1er mai au Havre. Donc on n'est pas sans savoir qu'elle le lorgne clairement sur la mairie du Havre. Et comme tu l'as dit en introduction, le maire du Havre, c'est moi. Donc je m'assure, je défends mon territoire et je m'assure que 2027 ce soit pour Bibi et pas pour elle. Et voilà, donc on a organisé une contrefête. Artistes locaux, c'était avec Attaque notamment. Il y avait 20 associations qui se sont mobilisées, qui ont organisé un concert avec un village festif, une entente assez fluide et pour moi ce sont les prémices de quelque chose de plus grand dans cette ville du Havre et même en général. Cet événement, c'est les prémices de quelque chose aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une mobilisation, une conscientisation qui ne veut pas rester uniquement sur de la réaction, de la contestation, de la colère, mais s'organiser et aller et dépasser les clivages. C'est la raison de ma venue aussi aujourd'hui, c'est de dépasser les chapelles respectives et de sortir de mon propre groupe, entre guillemets, aussi culturel soit-il, pour justement essayer de comprendre la douleur des autres, de comprendre quels sont les mécanismes que l'extrême droite met en place pour s'attaquer à des associations, des personnes racisées, des personnes non racisées, des personnes LGBT. C'est important pour moi de comprendre ça, donc c'est un peu un laboratoire aujourd'hui, donc je viens en tant qu'intervenant, mais en tant que spectateur étudiant aussi. Et juste un petit truc à noter sur le 1er mai, et après on reviendra sur Tata Foxy, c'est que vous l'avez fait dans un espace public, eux ils étaient bunkérisés dans une petite salle. Ah oui, et je ne sais même pas s'il y avait des Normands à ce rassemblement. Non, vraiment, j'ai l'impression que j'ai revu tous les députés qui tentaient de me faire interdire dans leur région venir assister à ce banquet, bunkérisé,
affrétés dans des vannes, escortés par la police. En général, quand on se revendique être un candidat du peuple, etc., on va dans les marchés, on fait des bains de foule, on serre des mains, chose qu'ils n'ont absolument pas fait, chose que nous, on a fait par contre. Tata, je peux t'appeler comme ça, Tata Bien Foxy. Les attaques des fachos, vous connaissez bien aussi. Sur le web, mais aussi dans les salles de spectacle, les drag queens sont attaquées. Depuis longtemps, mais là, on a une recrudescence d'attaques. En France, notamment, après une émission de Touche pas à mon poste sur C8 avec Cyril Hanouna, je dis bien tous leurs noms, sur C8 qui appartient à Vincent Bolloré. Voilà, qui était une chronique franchement puante sur les drag queens, on peut dire ça. Hein. Absolument. Voilà. Et donc, du coup, à Lamballe, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, la fachosphère, elle vous a traqué, elle vous a menacé. Parfois, c'était assez violent, jusqu'à des drag queens qui étaient suivies jusqu'à leur voiture et qu'on empêchait de démarrer. Est-ce que tu peux nous raconter ces attaques, notamment du point de vue du collectif Paillettes dont tu fais partie, et un peu la même question qu'Amédine, c'est comment vous y répondez à ces attaques? Alors, je pense que tu as déjà bien résumé les attaques qu'on vit. C'est la première qu'on a vécue, qui était assez spectaculaire, c'était... je ne suis pas habitué à dire des choses sérieuses, hein. Moi, je dis des conneries en général. Je fais la potiche comme ça. Bon, bref. C'était lors de la Queer Week, qui était un événement organisé par des étudiants autour des cultures queer. Ils voulaient faire quelque chose qui incluait les enfants. Et une petite bibliothèque de quartier de Paris nous invite. Et le Figaro Vox, pour ne citer que, ont vu qu'on était dans le programme. Ils ne sont pas venus à la lecture, mais ils ont vu ça dans le programme et ils se sont dit c'est pas possible. Quelqu'un a publié une tribune qui était vraiment d'extrême droite, fascisante. Et suite à ça, un déferlement de harcèlement virtuel a été fait sur la bibliothèque. Nous, on n'était pas nommés dans le programme qu'il avait lu, parce que cette personne n'avait lu que le programme, c'est dire. Voilà, donc c'était assez phénoménal. Ils avaient reçu dans la journée près de 400 messages haineux et menaces de mort. C'était remonté jusqu'à la mairie de Paris qui avait saisi un huissier pour voir si on pouvait aller plus loin sur le plan judiciaire. Et puis ça s'était retombé comme un soufflet raté. Voilà. Donc ça, c'était 2017. Depuis, nous, de notre côté, on n'avait rien vu. Et Touche pas à mon poste a remis de l'huile sur un feu qui n'existait pas et qui n'a pas vraiment besoin d'exister. Mais bon, ils se sont dit, c'est super. On va s'inspirer sans doute des politiques américaines et russes aussi, sans doute, poutiniennes plus que russes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a quelque chose à dire sur la présence des enfants et des drag queens dans la même salle. C'est dire si les livres qu'on lit, vous l'avez entendu, sont dangereux pour la santé mentale des enfants. Voilà, donc depuis, c'est un climat très anxiogène pour nous, pour les structures qui nous accueillent, qui reçoivent aussi leur lot de harcèlement. Je trouve qu'harcèlement, c'est vraiment un terme qui, des fois, devrait être qualifié d'agression, mais c'est de l'agression virtuelle. Les structures qui nous accueillent, les mairies, les bibliothèques, les centres d'animation sont submergés de mails et de messages et d'appels appelant au boycott, appelant à l'annulation et appelant à la haine, disons-le, quoi. Et vous organisez la solidarité avec les drags qui sont attaqués. C'est ce qui a été le cas dans la mairie du 13e. Finalement, vous avez fait corps et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Donc, c'était une des dernières lectures qui a eu lieu dans un centre d'animation à l'occasion donc de la mairie de Paris, à l'occasion d'une journée ou d'une semaine autour des questions d'égalité et d'inclusion. Donc, quelque chose de tout à fait validé par plein de strates administratives et politiques. Et dès que la fachosphère s'en est emparée, ça a été la déferlante pour la mairie et pour le centre d'animation, avec clairement des menaces d'annulation, de blocage de l'action. Alors la mairie avait mis un service de sécurité en place, et puis nous, avec les copines, on avait appelé sur nos réseaux à la solidarité, venez nous soutenir, venez faire barrage au cas où ils viennent mettre en acte leurs menaces.
Et effectivement, on a eu du soutien suffisamment pour que les jeunes fachos, c'était des gens très jeunes, enfin pas que jeunes, mais il y a notamment des jeunes, se soient un peu débinés juste avant le début de la lecture, de l'action. Ils se sont quand même pris en photo avec une banderole qui dit les drag queens avec des adultes consentants, pas les enfants. Donc en créant une espèce d'amalgame qui voudrait nous faire croire qu'on est des créatures sursexualisées. Voilà, quelque chose qui est vraiment... C'est ça la nouveauté dans le discours fasciste, hein, c'est que les drag queens seraient sexualisantes, sexualisées. Donc ça, c'est... Ça, plus les enfants, dans la tête de tout un chacun, ça peut faire un clash. Et ils utilisent ce clash-là. Donc voilà, mais cette action, du coup, contre cette lecture n'a pas pu empêcher la lecture d'avoir lieu. Donc tant mieux. Mais quelques semaines plus tard, les mêmes personnes se sont introduites lors d'une lecture d'une de mes collègues que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs beaucoup plus active que moi et que nous aux paillettes pour faire du réseau de soutien, Enza Fragola, qui est dans la salle. Bisous, bisous chérie. Et donc là, moi, j'y étais pas. Je ne fais que rapporter ce qu'Enza me raconte aussi et nous raconte entre nous. Donc là, ils se sont introduits. Ils ont attendu sagement la moitié de la lecture pour interrompre brutalement ce moment, crier des slogans assez pauvres et se filmer. Et puis, ils ont fait tourner cette vidéo. Et suite à ça, une nouvelle vague d'harcèlement s'est déferlée, notamment directement contre Enza. Tout mon amour, chérie. Ça va, j'ai bien répondu. C'était super. Et Tata Foxy, tu me fais penser justement à une question que j'allais oublier, tu vois. Donc voilà, tu disais que les personnes qui t'attaquent issues de la fachosphère sont assez jeunes, et c'est en fait aussi le cas de Medine. C'est une question que je n'ai pas préparée puisqu'en fait c'est arrivé pendant le début de ce débat. Politis vient de publier une enquête hallucinante où on apprend que 4 personnes, dont un gendarme, comparaîtront devant la cour d'assises de Paris pour des projets d'attentats liés à l'extrême droite. Il y avait plusieurs cibles, une mosquée à Creil, une à Tours, le CRIF, les dîners du CRIF, les meetings de Jean-Luc Mélenchon et toi, Medine, notamment ton concert au Bataclan qui finalement a été annulé. Donc tout à l'heure, on parlait des attaques que tu reçois lors de ta tournée, mais en fait, toi, tu as une histoire plus ancienne en fait, avec cette fachosphère qui... quand même, à plusieurs reprises, s'est attaqué à toi, mais là, on ne t'a pas mis au courant. Alors que la personne en question a été arrêtée en 2018, mais tu me disais tout à l'heure que tu n'as pas été mis au courant ni par la police, ni par personne, qu'un projet d'attentat quand même assez sérieux avait été imaginé contre ton concert. Non, je l'ai appris il y a une dizaine de jours parce que cette journaliste m'a contacté. Et en fait, elle m'a demandé si j'avais reçu des menaces dans mes DM sur Insta ou sur Facebook, et avec des pseudos particuliers, de savoir si ces pseudos m'avaient envoyé des menaces pour nourrir son enquête. Mais les détails de l'enquête, le simple fait d'être menacé à l'époque, je le découvre sur le siège du fond l'avant-dernier, là-haut avec toi. Donc ouais, j'avais déjà eu des menaces en 2018. Donc là, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus âgées, des soixantenaires, si je me souviens bien. C'est des tout petits, c'est 22 ans, ouais. 17 ans, il y en a un, il a 14 ans. Et ça, c'est nouveau pour moi. D'habitude, ce sont vraiment le troisième âge, sans manquer de respect à personne, qui tentent de... Je m'inclus dans cette définition. Qui tentent de s'attaquer à moi. Je me souviens, en fait, je le prends avec beaucoup de dérision, de recul. J'ai l'impression vraiment d'être dans un épisode de South Park, ce qui est en train de se passer pour moi. Et c'est un peu mon tort parce que tout le monde se plaint, tout le monde est dans la plainte au quotidien, et j'ai l'impression de dénoter, de pas assez me plaindre. Peut-être que j'aurais dû... je sais pas moi, au moins dire ministère de l'Intérieur, c'est possible de me passer un coup de fil quand Jacqueline et René ils veulent commettre un attentat sur moi, parce que c'est de ça qu'il s'agissait en 2018. Ils voulaient empoisonner les rayons halal et tout de suite sur le chemin venir à mon concert faire un attentat. Voilà, c'était à peu près le projet de Jacqueline et René, si je me souviens bien.
Et ce qui peut paraître paradoxal, à la fois pour Tata Foxy et pour Medine, c'est qu'on a vu la violence des attaques qui sont nombreuses, parfois organisées, qui sont sur le web ou sur le terrain. Mais sur le web, ça ne veut pas dire dans la vraie vie, hein, c'est aussi la vraie vie sur le web. Et pourtant, vous avez un succès fou. Le budget juridique chez nous a remplacé le budget marketing. Ça, c'est de toi, Medine, dans Saint-Modeste. Tu as prolongé ta tournée, tu vas à l'Olympia le 29 septembre. C'est des salles pleines à chaque fois. Pareil pour toi, Tata Foxy. En fait, vous êtes attaqué, mais les soutiens viennent en masse. On vous demande d'intervenir. Je ne crois pas mentir en disant que vous êtes un peu surbooké en ce moment, et donc merci d'être là. Non, on adorerait être surbooké. Je suis désolé de te décevoir. Survendu, mais surbookez-nous. En tout cas, les soutiens et les propositions d'intervention sont venues après les Oui, attaques. on a vraiment d'autant plus de propositions, de demandes qu'on a de visibilité du fait voilà, des attaques fascistes ou fascisantes contre nous. En fait, c'est pas contre nous les drag queens, c'est contre les drag queens qui lisent des histoires aux enfants. C'est vraiment ça le problème. Tant qu'on est dans les antres sombres et clandestines des boîtes de nuit et des cabarets, des tripots, ça va bien. D'ailleurs, je suis sûr que l'extrême droite les fréquente aussi. Mais là, au grand jour, parce que nous, on est des vieilles drag queens, on est là de l'après-midi, on est trop vieilles pour les boîtes de nuit, c'est clair. Donc on fait ça l'après-midi, avec le public qu'on trouve. Non, c'est pas ça. Mais bon, en tout cas, c'est super de voir qu'il y a d'autant plus... Voilà, la mairie de Paris se mobilise, on rencontre les gens du cabinet, des cabinets, voilà, des différents élus, voilà, des passerelles se font, des portes s'ouvrent. Et la dernière lecture qu'on a faite, c'était il y a une dizaine de jours, la bibliothèque dans laquelle on était n'avait jamais vu autant de monde. Jamais vu autant de monde. Donc, sans faire de communication, parce qu'ils ne voulaient pas non plus attirer l'attention de la fachosphère. Donc imaginez le besoin, il y a un vrai besoin d'avoir accès à des histoires inclusives, à des histoires qui donnent des destins plus libres possibles dans l'imaginaire des enfants. Nous, c'est ça qu'on fait faire. On vient lire des histoires qu'on aurait voulu entendre quand on était petit et petite, et qui nous auraient sans doute facilité la vie. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on fait ça parce que ça nous fait du bien. Bref. Mais, et visiblement, ça ne fait pas que du bien à nous, mais aussi à notre public. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui énerve profondément l'extrême droite. Voilà. Alors, nous, on aime bien être le poil à gratter de l'extrême droite. Si ça ouvre des portes, tant mieux. Après, bon... Et comment vous vivez, peut-être d'abord Medine et après Tata Foxy, comment vous vivez ce moment où vous êtes à la fois attaqué de manière frontale par l'extrême droite, par la droite, et par ceux qui portent en fait les idées de l'extrême droite au-delà de la droite et de l'extrême droite, parce qu'il y en a même à gauche. Comment vous vivez ces attaques nombreuses et récurrentes et organisées, et en même temps ce regain de soutien, les salles pleines, vous, la bibliothèque pleine, comment vous vivez ce truc un peu en même temps, quoi? Moi, je le vis avec beaucoup de détachement. J'ai l'impression que ce sont des ennemis naturels sur le plan politique. Donc, je passe mon temps à tenter de les débusquer dans mes morceaux, dans mes textes, que je mets leurs actions paradoxales, leurs propos qui sont contradictoires. Je passe mon temps à faire ça, donc je vais pas me plaindre des réactions de ce que je suis en train de produire, en fait. C'est clairement pour moi une médaille qui m'est offerte à chaque concert qu'on me met autour du cou. Ça me fait beaucoup de publicité, ça aide à remplir certaines villes qui sont un peu reculées et qui ont besoin de plus de communication. C'est une réalité. Et maintenant, c'est sûr que ça a un impact sur l'entourage. L'entourage, parfois, est un peu moins serein, s'inquiète un peu plus. L'entourage familial, l'entourage des partenaires aussi en général. Quand j'arrive dans certaines salles de concert, on sent quand même une espèce de tension. On sent que la sécurité est renforcée. Donc ça enlève quelque chose où ça devrait être un événement cool, ou que ça devrait être détendu. Ça enlève quelque chose dans les coulisses. Après, voilà, si c'est que ça, c'est pas compliqué en fait à supporter, quoi. Je vais pas bouder parce que y a pas de cotillon et de chips au catering, quoi.
tranquille. Le plus important, c'est que les SMAC, les salles de musique actuelles, tiennent le cap, ne se laissent pas intimider et continuent en fait à programmer et à être libres dans leur programmation. Et surtout, la guerre des images, c'est un peu un espace où je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que... eux, ils attaquent, toi, tu envoies la salle pleine. En fait, il y a des députés Rassemblement National et des députés Reconquête qui font des vidéos dans leur voiture devant les salles de concert très, très marrantes, hein, je tiens à vous le dire. Ils ont peur, ils veulent pas sortir. Ils sont devant les salles de concert, ils se filment en selfie et ils disent non à l'islamo-gauchiste qui vient dans notre ville polluer la tête des jeunes, etc. Les mêmes mécanismes que tu rencontres. Et donc moi, bien sûr, j'utilise ce passage-là, je le mets sur Insta, et derrière, je mets la salle qui crie « Made in, made in, made in ». Voilà. Personnellement, c'est une source d'inspiration incroyable. Voir la salle qui crie « Siamo tutti antifascisti ». Ouais, souvent. En fait, souvent. Tous mes concerts commencent comme ça aujourd'hui. Mais j'en suis très fier d'ailleurs. Tata Foxy, quand les drag queens sont attaquées, c'est pas seulement les drag queens qui sont attaquées. Par votre biais, en fait, c'est une attaque directe à toutes les personnes LGBT, à toutes les personnes queer qui ne répondent pas à la norme hétéro, cis, etc. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bah oui, ça c'est vraiment c'est un peu compliqué d'essayer de comprendre qu'est-ce qui leur fait peur dans des initiatives qui sont certes qui se répandent un peu. C'est très joyeux de savoir qu'il n'y a pas qu'à Paris, il y a vraiment de plus en plus de petites villes et de villes moyennes qui organisent des lectures avec des dragues. Qu'est-ce qu'on représente pour eux ? C'est vraiment, moi je me pose la question. On est des clowns, ça va quoi. C'est pas, on va pas faire. Bref, mais tout d'un coup on est vu comme dangereuse à travers leur regard. Évidemment, c'est pas juste nous. Évidemment, parce que des drag queens, ça traverse pas les rues. Hein. On va pas au supermarché et croiser une drag queen qui, je sais pas, choisit un yaourt. Là. C'est autre chose qui est attaqué derrière nous. Ça, c'est évident. C'est la liberté d'être soi-même dans l'espace public. C'est la liberté de raconter son histoire. C'est exister tel qu'on est. Et évidemment, ça, c'est les gouines, les PD, les trans qui sont visés. C'est clair. C'est nous, quoi. C'est nous, c'est les parias de l'ordre moral, binaire, hétéronormatif, les dissidents qui avons décidé depuis une cinquantaine d'années de vivre au grand jour, d'arrêter de raser les murs et de revendiquer le droit d'exister librement tel qu'on est. Donc ça, c'est clairement le cas. On le voit très bien aux États-Unis où les lois, parce qu'il y a cette année, je crois, 400 projets de loi qui ont été déposés sur l'ensemble des États d'Amérique du Nord, pour empêcher soit les drag queens de performer en public, surtout c'est un public enfant, mais pas seulement, dans certains États c'est en public tout court, parce que ça serait proche d'une école ou proche d'un lieu avec du monde qui passe, soit... je m'embrouille déjà. Il y a un autre chiffre, j'allais rebondir sur ton chiffre pour dire un autre chiffre. On adore rebondir sur Mediapart. Mediapart, on rebondit beaucoup. Et donc, il y a un rapport de garde qu'on cite dans notre article sur les drag queens aux États-Unis qui est assez inquiétant. C'est rien qu'en 2022, il y aurait eu plus de 141 menaces ou menaces significatives ou manifestations contre des événements impliquant des dragues. Et donc oui, c'est plus que juste vous. Oui, c'est partout. Nous, on avait écrit des articles, on en avait discuté, tu sais. Ouais. Aux États-Unis, y a pas mal de pays où, en fait, les attaques que vous vivez, vous, d'autres drag queens les vivent aussi, ouais. Donc, pour finir ce que je disais juste avant, ces lois, ces projets de loi et ces attaques violentes, parce qu'il y en a qui arrivent avec des groupes armés devant une bibliothèque ou devant un centre d'animation aux États-Unis, s'accompagnent de lois qui viennent limiter les droits et les libertés des personnes trans. Dans certains États, on ne peut plus prescrire de médication hormonale pour des jeunes en transition. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Des droits qui avaient été durement acquis et conquis sont remis en question comme ça, en quelques années.
Et ça, c'est une réalité donc, aux États-Unis. En France, il n'y a pas encore de projet de loi, mais je crois qu'il y a un groupe de réflexion à l'Assemblée nationale qui s'est constitué pour voir s'ils peuvent légiférer là-dessus, notamment sur la question drague, travesti et enfance. Après, on retrouve ce genre d'agression pour les spectacles de drague en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Canada. Et ne parlons pas d'Europe de l'Est et de la Russie, où c'est vraiment impossible. En fait, l'extrême droite, moi, ce que je me dis, c'est que l'extrême droite s'inspire des stratégies de l'extrême droite américaine et de la politique poutinienne, avec ses références à la propagande gay. Hein, être visiblement gay, être visiblement homosexuel, travesti, etc., c'est faire de la propagande. Donc ça, dans la pensée poutinienne, hein, bien sûr. La fachosphère française joue exactement sur ces mêmes fils-là. Toi, quand tu as attaqué, enfin les drag queens, quand elles sont attaquées, c'est pas juste les drag queens, Medine, c'est pareil. Quand tu es attaqué, il n'y a pas que toi qui es attaqué, il y a ce que tu représentes. Qu'est-ce qui, dans ce que tu représentes, dérange tant l'extrême droite et ceux qui portent ces idées dans leur récit national? Je te pose la question aussi parce que toi, t'es un boxeur, donc tu as répondu et toi, tu racontes autrement le récit national dans ton podcast Made in France, qui est comme, tu dis, un contrôle d'identité. Donc d'abord, pourquoi tu déranges l'extrême droite dans son récit national, dans ce que tu représentes, et toi, comment tu leur réponds en instaurant un autre récit national? Alors déjà, qu'est-ce qui les dérange? J'ai l'impression d'être disqualifié dans quoi que je fasse en fait. J'ai l'impression d'être disqualifié de par mes composantes issues de l'immigration algérienne, des quartiers populaires, rappeurs, musulmans, et qui justement se visibilisent dans l'espace public, prend la parole et tente d'avoir un discours construit à partir de ce que je produis culturellement. Donc déjà, pour eux, j'ai l'impression que pour l'extrême droite, tout ceci est disqualifiant. C'est quelque chose qui m'exclut de leur champ. Mais en réalité, je pense profondément ce qui leur fait le plus peur, ce qui fait qu'ils se mobilisent devant mes concerts, qu'ils se mobilisent chaque fois que j'ouvre la bouche quelque part, c'est parce qu'ils comprennent qu'une convergence est en train de se mettre en place, une convergence politique, et que toutes les composantes que j'ai citées, que je représente aujourd'hui, malgré moi, que je porte malgré moi, et qui finissent par devenir en fait quelque chose de plus gros que ce que j'incarne, tout ça va forcément, à un moment ou à un autre, se transformer par de l'électorat. Et quand ça se transforme en électorat, c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas voir arriver. Cette convergence où on est sur cette même scène à discuter des mêmes mécanismes pourtant de milieux sociaux différents, de métiers différents. Et pourtant, on a trouvé un champ pour pouvoir exprimer cette douleur commune que nous sommes en train de vivre et de la transformer en quelque chose qui va aller certainement sur le terrain politique pour peser et combattre les idées d'extrême droite, justement. C'est précisément, selon moi, ce qui leur fait le plus peur chez moi, c'est que je me mobilise et fraternise avec les ouvriers sur les piquets de grève, avec les LGBT, que je discute avec le monde associatif, que je discute avec d'autres artistes, avec d'autres sportifs. C'est précisément ce qui leur fait le plus peur, selon moi. Dans Hier, c'est proche, tu émettais quelques regrets sur comment tu avais pu t'exprimer par le passé. Ça, c'est un truc que tu fais souvent dans tes sons où tu reviens un peu sur le passé, tu dis ce que tu as fait, ce que tu as mal fait. Dans ton parcours, il y a une ombre au tableau et je voulais quand même te poser la question. C'est cette quenelle en 2014 qui était en soutien à Dieudonné. À l'époque, Dieudonné, il avait déjà fait monter, tu sais, Robert Forisson, le négationniste, sur son plateau. Ça, c'est quelque chose qu'on te ressort régulièrement, parce qu'il y a des photos. Toi, là, tu as le temps de t'exprimer sur ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'était passé? Parce que nous, à Mediapart, on considère évidemment que, et je pense que tu es d'accord, que l'antisémitisme est un racisme comme les autres qu'il faut combattre pied à pied. En fait, à l'époque, quand Dieudonné performe et utilise ce geste qui était, du point de vue du public, c'était comme un espèce d'entartement. Tu sais, un peu à la Noël Gaudin, l'humoriste belge.
Tu vois, c'était un peu comme entarter les puissants de ce monde, et c'était comme un espèce de gros prank qu'il tentait de mettre en place. Puis après est venue toute la signification que des récupérateurs ont mis dans ce geste, que Dieudonné a fini par valider lui-même de ses actions, de ses actes. Et à partir de là, en fait, tu te sens un peu le dindon de la farce et tu dis, moi, j'avais donné un autre sens au bail, et pourquoi il a pris ce sens-là? Et il y a de nombreuses situations dans la vie où à un instant T, tu utilises un geste, tu utilises une pensée, où tu t'inscris dans un groupe et que tu vois que ce groupe dérive et part en couille totalement. Moi, je revendique le droit à l'erreur, en fait. Je l'ai regretté, ce truc-là, parce que l'histoire lui a donné un autre sens, parce que des récupérateurs lui ont donné un autre sens, et la personne en question lui a donné un autre sens. Ce pourquoi on n'était pas venu à la base, en fait, ou pourquoi on l'avait pas compris comme ça. Donc, bien sûr, avec le recul, ça fait partie des errances que j'ai pu avoir, comme j'ai eu d'autres errances. Je revendique le droit à la contradiction, je me trompe parfois, et j'ai surtout pas peur de le dire en public que je fais des erreurs, et voilà. Je vais couper court parce que Edwy Plenel, qui a quand même une certaine ascendance, elle me dit depuis tout à l'heure, faut qu'on rentre la salle, mais je vais quand même vous dire un truc. C'est qu'il faut lire nos articles Mediapart sur la haine internationale que subissent les drag queens. Donc, le très bon article qu'on vient de publier il y a 2 ou 3 jours sur les drag queens aux États-Unis. Et il faut écouter Enfant du destin de Medine. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'était le débat que je voulais ouvrir et que je n'ai pas le temps d'ouvrir. En fait, Medine, depuis plus de 20 ans, toi, tu chroniques la haine à l'international. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la France. Tu as parlé de David, qui est... en fait, à chaque fois, c'est des sons qui ont le nom d'un enfant, à chaque album, depuis plus de 20 ans. Et par le biais de cet enfant, tu racontes la haine raciale dans un pays. Yasser, le dernier album... Tu me diras si j'ai bien retenu. Yasser, le dernier album, c'est un jeune Soudanais qui traverse la Manche, et tu racontes la traversée de la Manche et le racisme étatique. Quand il essaie d'arriver, en fait, il meurt. Pardon, il n'y a pas de spoiler, c'est ce qui arrive beaucoup. Voilà. Tu racontes l'histoire de David, qui est un jeune homme qui vient d'Israël, dont les parents sont engagés dans l'armée, qui lui est pacifiste et qui essaye d'expliquer à ses parents pourquoi il est pacifiste et pourquoi en fait il souhaiterait que les Palestiniens aient une place dans cet État. Et en fait, il se fait tuer par un attentat à la bombe qui a été perpétré par Daoud. Dans l'album d'après, tu expliques les motivations de Daoud, tu expliques les Rohingyas longtemps avant que la presse française ne s'en occupe, avec le morceau Nour. Et en fait, j'aurais aimé ouvrir un débat, mais là, voilà. Donc, écoutez tous ces sons. Quel placement de produit tu viens de faire là en un instant. Mais c'est ça. Si l'idée, c'est de montrer que les mécanismes d'oppression de population que l'on peut vivre sur un territoire national se retrouvent aussi à l'international et ont les mêmes mécanismes et doivent être combattus de la même façon, et ben c'est exactement l'idée. C'est de s'inspirer de la grande histoire pour comprendre nos anecdotes, nos péripéties, ce que l'on vit, nous, dans la petite histoire ici. Et je vous laisserai quand même le mot de la fin contre la fascisation de l'espace public. Nous, à Mediapart, on a décidé de raconter le réel, bien loin des fantasmes de l'extrême droite, et de maintenir une indépendance qui nous est très chère. Vous, d'abord, toi, Tata Foxy, c'est quoi ton arme si tu devais choisir une arme contre la fascisation accélérée de l'espace public? Ce serait peut-être un conte. Qu'est-ce que ce serait? Les fossiles. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. Continuez de raconter les histoires, continuez de faire vivre ces histoires qui existent et qui sont... on a une très belle édition en France de livres pour enfants, de plus en plus inclusifs, de plus en plus féministes, de plus en plus engagés et très doux, et qui racontent vraiment des histoires qui valent le coup. Donc nous, notre job, c'est continuer de faire vivre ces histoires avec nos personnages et de créer de la solidarité entre nous, parce qu'une drag queen qui se prend la violence dans la gueule et qui est isolée, c'est une drag queen qui va arrêter. Alors nous, on ne veut pas, et donc on va se soutenir et on va compter sur vous. Et Medine, toi, si tu devais choisir une arme contre la fascisation accélérée du pays dans la contre-attaque, ce serait quoi?
je vais pas être très original, je vais dire la culture. La culture sous toutes ses formes, la littérature, le cinéma, la musique. C'est comme ça que je me suis construit individuellement. C'est comme ça que je me bouscule personnellement. C'est ce qui fait partie de mon éducation intégrante. Et je pense que sur le plan des mentalités, la culture y est pour beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Khadija. Merci Médine, merci Tata Foxy, merci Redidja. Je ne la bousculais pas, c'est simplement que c'est une salle municipale et qu'on doit la libérer pour 22 heures. Le livre qui a provoqué, suscité cette réunion qui vous permet... Ah, il est à l'envers, pardon, je ne le voyais pas. Vous voyez, on se surveille à Mediapart, hein, on se contrôle. Il est là, hein, et vous pouvez l'acheter en sortant. C'est clair, tout ce qui a été dit ce soir, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas tenu la digue. Donc nous, on essaye de la construire, nous toutes et tous, ici même. Et tous les débats et toutes celles qui ont témoigné montrent qu'ils tiennent cette digue. Et alors, cette digue, je vais vous dire un dernier petit mot sur cette digue. Comment on l'a construit, cette digue ? Eh bien, en étant ce que nous sommes, là, ici même, ce soir, c'est-à-dire en étant des grains de sable. Ces grains de sable qui... Alors, c'est le même monsieur de tout à l'heure, ce grand résistant, qui fut celui qui disait qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages, que ces idées, on les combat, on ne les discute pas. Et il disait, le vrai courage, c'est au-dedans de soi de ne pas céder, ne pas plier, ne pas renoncer, être le grain de sable que les plus lourds engins, écrasant tout sur leur passage, ne réussissent pas à briser. Merci au grain de sable.